Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando Associés pour VK. On va parler de RH tout à l'heure dans notre grand dossier, mais on va en parler aussi tout de suite à l'occasion de nos brèves. Parce qu'il y a beaucoup d'actualités en fonction publique, avec la Cour de justice de l'Union européenne qui nous dit que dans le droit de l'Union, il n'est pas interdit d'interdire le port de signes religieux sur le lieu de travail pour une administration, un arrêté sur le tronc commun de formation pour les cadres supérieurs des services publics, et un décret et un arrêté sur l'arrivée de stagiaires de seconde en stage d'observation dans les administrations. À noter aussi un guide pratique très bien fait sur la prise en charge par les employeurs publics des violences conjugales et intrafamiliales. Et un arrêté qui nous dit dans quel type d'établissement public de santé les directeurs des ESSMS de la fonction publique hospitalière peuvent exercer les fonctions de directeur, et une circulaire sur l'accompagnement des agents publics mobilisés pendant les JO de 2024. Contrat maintenant, gros volet aussi en matière de contrat. Alors, en cours de passation d'une DSP, est-ce que quand il y a une fuite informatique qui fait que tout d'un coup un des candidats a une information sur l'offre de l'autre, est-ce que on peut s'en sortir en disant hop hop hop, on arrête tout et on va considérer que les offres intermédiaires, pas les offres finales produites par ces deux candidats avant qu'il y ait la fuite informatique, c'est les bonnes et c'est là-dessus qu'on va juger. Réponse du TED de Paris qui reprend une ancienne jurisprudence du Conseil d'État déjà en ce sens. Oui, si on était quasiment vraiment en voie d'offre finale. Bon. Ceci dit, c'est le cas de Paris, c'est une décision très charpentée, mais un pourvoi dans le Conseil d'État a été engagé. C'est l'affaire du CEDIF, donc on parle de gros milliards d'euros. Contrat toujours, confirmation que oui, pour les rajustements au nom de la force majeure en période de Covid, il fallait vraiment faire un examen rigoureux au cas par cas. En cas de contrat, on peut dans certains cas aller voir le juge du contrat pour lui dire nonobstant le principe de loyauté dans les relations contractuelles, est-ce que, monsieur le juge, tu pourrais pas me dire si, à ton avis, le contrat en question, là, il serait pas un petit peu nul et d'une telle nullité que le contrat disparaît? Et voilà, ça s'appelle un recours Bézier 1. Oui, est-ce que je peux être saisi d'un contentieux dans l'exécution du contrat et transformer ce contentieux-là en contentieux Bézier 1 parce que c'est évoqué par le requérant? Non, sauf dans certains cas, nous dit le Conseil d'État. Conseil d'État qui nous signale aussi que, mais c'est une confirmation, mais c'est plus large qu'avant, que une société en liquidation, une fois qu'elle a été liquidée, elle est censée ne plus exister, mais elle peut continuer à être défendue en justice pour la toute fin de sa fin de la défense de ses intérêts. Et que, en pareil cas, en l'occurrence c'est un problème de droit et contrat toujours, ça peut être au juge de surseoir à statuer le temps que soit nommé un administrateur judiciaire. Allez, juste pour le bêtisier, on vient de voir, toujours le tas de Paris, un référé liberté, un recours de 9000 pages. Waouh! Est-ce qu'il est recevable? Du coup, non, nous dit le juge. Et puis, contentieux, cette fois-ci, non plus une fantaisie, mais une obligation importante à ne pas oublier. On savait déjà que dans certains contentieux, référé contractuel, urbanisme, on doit notifier les recours, et ça sera désormais le cas, là, au 1er janvier prochain, en matière d'autorisations environnementales. Je vous ai mis à l'écran quelques précisions complémentaires. LRR dans les 15 jours. Pareil pour les recours gracieux d'ailleurs, ou hiérarchiques, pour le recours administratif. Et puis, nouvel arrêt de la Cour des comptes. Donc, vous savez, depuis le 1er janvier dernier, on a une nouvelle responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables, et c'est assez important. Et on a eu une 5e grande décision rendue par la Cour des comptes en ce domaine, et qui est intéressante parce qu'elle nous traite de la faute de gestion, pour lesquels il y a une interaction entre les différents paramètres. Il faut qu'il y ait une faute de gestion et un préjudice financier significatif. Ouais, d'accord. Est-ce que l'un peut interagir avec l'autre? Est-ce que l'importance du préjudice financier peut être également un indice de la gravité de la faute? Oui, nous dit la Cour des comptes. Et puis, 3 décrets très attendus, on en avait parlé ensemble, en matière de zéro artificialisation nette, ZAN, ont été, ça y est, publiés. Ça sera notre grand dossier dans une semaine. Avec, dans la foulée, un guide très bien fait, très pédagogique, fait par l'État, avec quelques précisions d'ailleurs supplémentaires qui n'étaient pas dans le décret. Voici ici les références de téléchargement. Et dans cette semaine décidément très environnementale, on a eu enfin
l'énoncé de notre stratégie nationale biodiversité. Le verre à moitié plein, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Le verre à moitié vide, en tout cas pour les juristes, c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique contraignant, même pas un décret, pour adopter tout ceci, sans doute par peur d'exception d'illégalité. Un gros volet aussi de violence intrafamiliale, on en a parlé un petit peu tout à l'heure pour un guide pour la protection et l'information des agents. Eh bien, cette information est complétée par le décret sur l'institution de pôles spécialisés en matière de violence intrafamiliale au sein des tribunaux judiciaires, cour d'appel, et la publication des décrets également sur l'aide universelle d'urgence, dans certains cas des prêts, dans certains cas une aide financière, pour les victimes de violences conjugales. Et puis alors, beaucoup de mini-brèves aussi, que voici, et que voilà, et que voici encore. Et on arrête avec ça. Mais passons maintenant à notre grand dossier, RH, attractivité et fidélisation, de nouvelles équations. Alors, comment fidéliser les agents? On a signé des conventions, le ministre Guérini en a signé il y a moins d'un mois, il y a 15 jours. Travail sur l'attractivité, la fidélisation des agents, l'accueil, le mentorat, beaucoup de choses. Au-delà de ces dispositifs très nombreux, j'ai voulu poser des questions à deux DRH, l'un qui préside l'association des DRH des grandes collectivités et l'autre qui dirige l'association des DRH pendantes, mais pour le monde des établissements publics de santé. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous monsieur Le Caillé. Comment améliorer l'attractivité des carrières publiques? Bon, vous êtes dans le monde territorial, de telle ou telle collectivité en particulier. Et je crois que votre association a particulièrement planché sur cette question. Alors l'attractivité, c'est évidemment une question qui nous intéresse au premier chef. Nous, collectivités territoriales, aussi bien que voilà, toute la fonction publique et même le secteur privé. C'est clairement une inversion du marché du travail, puisque désormais, c'est à nous de convaincre et de séduire les candidats plutôt que l'inverse. C'est une démarche assez nouvelle qui nécessite de la part des collectivités territoriales d'interroger leur cadre de rémunération, d'interroger la façon dont elles communiquent, la façon dont elles parlent tout simplement de leur métier. Ça, c'est pour la dimension attractivité et pour la dimension fidélisation aussi. On a un peu l'habitude de dire que dans un monde où le marché du travail est tendu tel que nous le connaissons aujourd'hui, le meilleur recrutement est celui qu'on n'a pas à faire. Puisque quand on a un agent qui part, ça veut dire qu'on a des délais de recrutement qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas beaucoup plus longs que ce qu'on a dans le privé. Mais on est souvent sur 6 mois de délai entre le moment où l'agent part et le moment où son successeur arrive, quand on arrive à le trouver, puisqu'il y a effectivement des métiers sur lesquels on a beaucoup de mal. Donc on essaie vraiment de marcher sur ces deux jambes et d'envoyer des signaux, en quelque sorte, au marché du travail pour à la fois attirer des nouveaux candidats, des nouvelles candidates, et puis passer aussi le message en interne à ceux qu'on veut garder, qu'on a aussi des choses à leur proposer pour faciliter leur vie au travail, valoriser davantage financièrement notamment leurs activités, ou travailler différemment la question des cycles de travail. Et comment rendre plus attractives les carrières publiques, notamment cette fois-ci dans la fonction publique hospitalière, où là je crois que le cadre a un peu évolué? Pour l'hospitalière, on a beaucoup de chance, entre guillemets, parce qu'on a su tirer les leçons du Covid avec le Ségur de la santé et on a su rendre plus attractif, notamment sur l'angle de l'accès à la carrière et sur la question de la rémunération, les carrières de la fonction publique hospitalière. Il reste beaucoup de chantiers à mettre en œuvre. Je pense notamment à la formation tout au long de la vie, à la question du déroulement des carrières, à la question du contenu des postes et notamment un point qui est fondamental pour nous, faire aux gens ce pourquoi ils ont été formés et cesser de leur faire des tâches administratives, logistiques ou techniques lorsqu'ils sont soignants et parfois des tâches qui sont extrêmement répétitives et très chronophages. Et quel retour positif sur expérience avez-vous des politiques conduites pour rendre tel ou tel employeur individuellement, cette fois-ci pas la fonction publique dans son ensemble, mais tel ou tel employeur individuellement, comment le rendre plus attractif? Les retours les plus positifs en matière de développement de l'attractivité et de la fidélisation des établissements publics de santé va tourner autour de 3 concepts. Un premier,
la question de la marque employeur et la capacité à rendre les établissements intéressants et visibles de nos candidats. La deuxième va être de simplifier la façon qu'on a de rentrer à l'hôpital, pouvoir trouver des informations rapides sur les postes disponibles, pouvoir contacter des professionnels pour échanger sur les conditions de travail et sur le fonctionnement de l'établissement, et ensuite pouvoir être accompagné dans sa prise de poste par ce qu'on appelle les processus d'onboarding. Deuxième axe, tout ce qui va tourner autour de la qualité de vie au travail. Apporter des outils de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle à tous les collaborateurs. C'est un sujet extrêmement complexe à l'hôpital parce que d'un côté, nous avons une continuité des soins à assurer avec un fonctionnement des unités qui tourne pour la plupart 24 heures sur 24 et de l'autre, la conciliation nécessaire que nous devons avoir avec la vie que les collaborateurs ont à l'extérieur. Et donc, nous devons trouver des outils pour allier les deux. D'où, troisième sujet, nos outils en matière d'optimisation des organisations, mettre en place une politique de compensation de l'absentéisme qui se base sur des ressources pérennes et solides, mettre en place une organisation des métiers et des tâches dans les unités qui donne à chaque type de professionnel, à chaque métier, des fonctions qui correspondent à ses aspirations et à sa formation initiale. Et puis, bien sûr, troisième, pouvoir avoir des carrières qui se déroulent dans l'établissement. Revenons à la territoriale, mais avec la même question. Comment fidéliser les agents, y compris par des évolutions quant aux modalités de travail, des tâches assignées et autres? Alors sur le temps de travail, ce qui a beaucoup changé la donne et qui a, je pense, considérablement aussi contribué à fidéliser nos agents, c'est la question du télétravail. En tout cas, il y a beaucoup de collectivités, de grandes collectivités, c'est le cas de Bordeaux Métropole où je travaille, ou la ville de Bordeaux, qui ont fait un choix résolu en matière de télétravail pour ouvrir très largement cette possibilité qui offre, évidemment, en termes de qualité de vie, et en tout cas, c'est ce que nous disent les agents qui massivement ont choisi cette modalité d'exercice, on est sur quelque chose qui vient apporter du mieux dans la façon dont on peut vivre son travail et dont on peut le concilier aussi avec sa vie personnelle. Sur le contenu du travail et sur le cycle, là aussi, on a des choses intéressantes et nouvelles. Alors, au sein de l'association des DRH des grandes collectivités territoriales, on a des collègues, je pense par exemple à la métropole de Lyon, qui se lancent dans des expérimentations aussi de travail sur 4 jours, d'expérimentation pour voir ce que ça produit, voir si effectivement c'est un modèle qui est choisi par les agents et qui rencontre effectivement des besoins. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que on en parle beaucoup et que voilà, c'est quelque chose qui suscite un intérêt de la part des candidats. Donc, peut-être encore trop tôt pour voir si ça va se traduire par des recrutements plus faciles. En tout cas, ce que souhaitent aujourd'hui les grandes collectivités, c'est d'avoir les moyens et la liberté, en quelque sorte, d'expérimenter dans un cadre qui reste quand même contraint, qui est celui des 1607 heures, hein, bien sûr, mais de pouvoir expérimenter des modalités un peu différentes. Et retour à l'FPH, quid des politiques de fidélisation des agents dans votre monde à vous? Sur la fidélisation des agents publics, le sujet reste ouvert. Pourquoi? Parce qu'on fait face à un changement de génération. Et ce changement de génération appelle de nouvelles aspirations de la part des jeunes professionnels. Là où précédemment, on faisait toute sa carrière dans l'établissement, aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi nous renvoient une image où, quoi qu'il arrive, quand bien même la vie dans l'établissement correspond totalement à leurs attentes lorsqu'ils ont été recrutés, ils iront naturellement, pour compléter leur carrière et répondre à leurs aspirations personnelles, voir leur activité professionnelle évoluer dans le temps. Aujourd'hui, les établissements publics de santé doivent savoir, doivent comprendre comment accompagner ces nouveaux collaborateurs en proposant des façons différentes de travailler, plusieurs modèles horaires, des modèles en 12 heures, des modèles en 7h30, des modèles de jour, des modèles de nuit, des modèles en alternance. Accepter qu'un collaborateur puisse avoir une activité mixte, développer une activité libérale sur une partie de son activité ou de son temps ou de sa carrière. C'est finalement la personnalisation de l'organisation et une conciliation plus fine entre les attentes des collaborateurs et les attentes de l'institution, et notamment de la continuité, qui nous permettra de résoudre nos objectifs. Merci beaucoup, c'était passionnant. Au revoir et bon courage. Merci Aristondo. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.